L'abeille est la preuve vivante qu'une petite chose peut accomplir de grandes œuvres. Ce proverbe illustre parfaitement notre invitée du jour, Stéphanie Vuadens, qui est une apicultrice passionnée, une entrepreneuse audacieuse et la créatrice des miels de Stéphanie. Stéphanie a laissé derrière elle une carrière toute tracée, un job de rêve pour répondre à l'appel de la nature. Elle va nous raconter comment un essaim, tout simplement trouvé dans son jardin, a transformé sa vie. Une véritable vocation est née, transformant une curiosité en une entreprise florissante et en mission de vie à travers sa fondation Arche des abeilles. Avec Stéphanie, on parle de miel, de changement de vie, d'entrepreneuriat, mais aussi de défis et d'échecs et de leçons de vie. Où chaque pot de miel est une victoire, et peut-être même qu'on va parler d'un ou deux dards qui piquent là où ça fait mal. Alors, préparez-vous à savourer une histoire à la fois douce, comme le miel, et percutante comme une abeille prête à défendre sa ruche. Bienvenue dans Parcours Inspirant. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Stéphanie. Bonjour Agnès. Alors, c'est un peu improbable ce matin. On était censé être au sein de ton rucher, mais dehors, c'est juste la tempête. C'est ça. Et puis, comme il y a des panneaux solaires sur le toit de la cabane et que, comme tu le vois, il fait pas très beau et on n'a pas eu de soleil pendant un petit moment, ben, il fonctionne pas. Voilà. Donc, pas d'électricité. Non. Et donc, heureusement, tu as une voisine très sympathique, Oui. la pépinière Jacquet. Oui. Et donc, on est effectivement dans la pépinière Jacquet qui est en rénovation. C'est sublime, j'avoue. C'est magnifique. Et donc, ils ont accepté qu'on puisse tourner ici. Donc, merci beaucoup à eux. Et puis 2 fois, parce qu'en fait, la pépinière Jacquet, tu vois, ils sont marraines, parrains, marraines d'une ruche. Et j'ai le plaisir, moi, d'avoir des ruches, en fait, dans leur pépinière, où il y a eu une belle reconversion de l'entreprise, puisqu'ils sont bio, en fait, maintenant. Et je me régale avec eux. J'affectionne particulièrement Aude, en plus. Donc, que du bonheur. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à eux. Contente d'être là. Merci à eux. Comme tu le sais, le concept de ce podcast, c'est de repartir depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. On va retracer les étapes clés et les leçons que tu as apprises. Et donc, on va démarrer. Comment tu étais quand tu étais petite? Donc, tu as vécu à la campagne. Raconte-nous un petit peu. Qui était la petite Stéphanie? Alors, on va toucher des trucs qui sont super méga sensibles. Et quand on s'est rencontrés, quand tu m'as fait cette demande, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi en fait à tout ça, à savoir si j'avais envie ou pas en fait d'en parler. Et c'est vrai que dans ce que je fais aujourd'hui, il y a une personne qui a pris une place hyper importante dans ma réflexion, c'est ma grand-mère, que j'appelais Mémé Simone. Et c'est une femme que j'ai eu la chance d'aimer comme on aime une deuxième maman. Alors ça fait un moment en fait qu'elle est pas là. Faut pas que j'en parle trop longtemps parce que sinon les émotions elles montent relativement vite. Mais j'ai eu tellement de bonheur en fait avec elle, de plaisir. Et en fait, ma grand-mère était agricultrice, donc elle m'a initiée en fait à la ferme. Mais si je te dis que petite, j'allais couper le maïs à la faux à l'époque, tu sais, avec vraiment le manche en bois et puis la faux dessus. Enfin, c'est complètement improbable en fait de parler de ce genre de choses aujourd'hui où on travaille plus de cette façon-là. Est-ce que tu as peut-être un souvenir avec elle que tu aimerais nous partager? Allez, moi je suis très gourmande à la base. Des souvenirs avec elle, j'en ai plein, des trucs qui sont racontables et d'autres peut-être qui font plus envie. La confiture de groseille, la gelée de groseille. J'adore la gelée de groseille. Eh bien, je faisais la gelée de groseille avec mes messies. Et en fait, on allait les chercher dans le jardin, donc on les cueillait en fait ensemble. Ensuite, elle les mettait à la cuisson. Et après, pour faire une bonne gelée, tu prends ou pas, enfin, t'évites les pépins. Et donc, du coup, on mettait ça en fait dans un linge. Et on tournait toutes les deux le linge pour laisser couler la gelée, mais on brûlait les doigts des fois, parce que c'est chaud quand ça sort de la casserole. Et une fois que tu l'as faite et que tu as le plaisir d'avoir fait ta confiture, mais elle est encore 10 fois plus bonne que celle que tu manges d'habitude, parce que tu as investi dedans. Enfin, c'était... j'ai des souvenirs avec elle de dingue. Si tu veux bien nous parler un petit peu de tes études. Tu as fait des études commerciales. Alors oui, en fait, différentes choses. Disons que des fois... ça me sert et des fois ça me dessert. C'est que j'ai tendance à prendre mes décisions
là, avec le cœur, l'impulsion, l'émotion dans l'instant. D'accord. Et ensuite, je réfléchis avec ce qui me sert de tête. Et il y a des fois, c'est génial. Et il y a des fois, bon, bah, voilà, c'est pas forcément idéal. Donc, au niveau formation, parcours normal, scolaire, je suis française, donc un parcours français, jusqu'à la 3e, où ma grand-mère est malheureusement décédée cette année-là. En même temps, mes parents se sont séparés. Et je dois dire qu'encore une fois, ma grand-mère était là pour me donner quelque chose de super positif. C'est que face à un décès, tu peux pas lutter. Face à une séparation, tu arrives à trouver en fait des solutions, des choses que tu peux mettre en place pour que ça soit pas trop douloureux en fait pour toi. Et donc Mémé m'a aidé vachement en fait dans cette séparation. Son décès m'a aidé là-dedans, me disant que le plus important en fait c'était elle et je devais pas garder des choses trop amères en fait chez moi. Et bon, bah ça a été fatal sur les études. C'est que j'ai bien planté en fait cette année. D'accord. J'ai continué après seconde, première, terminale, et là j'étais partie dans un parcours scientifique, biologique. Et puis du coup, bah il y a d'autres choses en fait qui sont sorties. J'aime les gens. La relation avec les autres est importante. Peut-être que c'est ça en fait qui me plaisait. Je sais pas comment expliquer ça. Et puis pour le coup, bah, je suis partie plutôt côté, oui, plus commercial, mais plaisir d'expliquer. C'est plaisir en fait de démontrer. Quand tu crois à quelque chose, d'avoir envie de le faire passer. C'est ça en fait qui m'intéresse. Ok, très bien. Ma maman a été vendeuse de chaussures. Mon papa a été taxi. On a hyper bien grandi, j'ai manqué de rien, j'ai mangé tout ce que je voulais. Hein. On est 3 filles, on est 3 sœurs, donc mais en revanche, si tu voulais, tu sais, le pantalon marqué les vis derrière, ça c'était pas possible. D'accord. Si tu avais envie à l'époque du super pull Benetton, c'était compliqué aussi. Donc ça nous a donné en fait aux filles et à moi, au lieu de peut-être de s'apitoyer, tu vois, sur ton sort ou penser que c'était normal, et on a eu envie en fait de les avoir. Et puis ça nous a vraiment donné ça nous a mis, c'est ce que je dis souvent. Mon papa, en quittant la maison et en faisant un déni de plein de trucs, nous a laissé un super héritage. C'est qu'il nous a mis un gros coup de pied aux fesses, parce qu'on a vu notre maman, qui est notre héroïne à toutes les 3, se démener avec 3 nanas. 3 nanas. J'ai 2 enfants, j'ai 2 enfants. 3 nanas à la maison. Oui, je peux imaginer. Pas facile à gérer. Non, ça doit pas être simple. Et avec des envies. Et en fait, ça nous a donné à toutes les 3 un espèce de moteur, tu sais, incroyable sur la vie, en se disant mais oui, on peut y arriver, mais pourquoi pas, et non, peut-être que c'est pas non accessible pour nous, et finalement pourquoi. Et donc cette envie de se dépasser, de travailler, et en tout cas d'aller chercher à chaque fois qu'est-ce qu'on pouvait faire pour accéder à ce qui nous faisait plaisir. Ok. Et donc je quitte la maison. Alors mes sœurs et moi, on a toutes commencé à travailler dans des petits jobs. On avait 14 ans. Le premier que j'ai fait, j'étais ambassadrice des produits Avon. Je sais pas si tu connais ça. Ok, non. Disons, tu vas sonner aux portes et là, tu as une gentille petite mamie qui t'ouvre la porte en disant « Qu'est-ce que tu veux, ma petite fille ?» Je présente des savons et des gels douche et des shampoings, et je vous explique et pourquoi je fais ça. Donc voilà, j'ai commencé à 14. Ah oui, donc très tôt dans cette notion un petit peu de vente. Et donc voilà, je continue mes études. On est au Sable d'Olonne. Je ne peux pas rester au Sable d'Olonne pour poursuivre le parcours scolaire parce que ça s'arrêtait en fait au bac. Et ensuite, je suis partie à Nantes où là, j'ai fait un BTS Action commerciale. Au final, quand j'ai quitté l'école, j'ai fait ça. Et j'ai voulu apprendre plus de techniques. Et quels sont les apprentissages que tu as eus justement à cette époque-là, que tu aimerais partager pour être une bonne vendeuse ou... Bah, tu l'as ou tu l'as pas. En fait, ça m'a conforté sur, je pense que quelqu'un aujourd'hui est un bon vendeur ou une bonne vendeuse quand il a envie de faire passer un message, mais quand il se soucie de la personne qu'il a en face de lui. Si tu te moques des besoins de la personne, tu seras jamais une bonne vendeuse. C'est pas possible. Tu dois t'intéresser à la personne avant de proposer. Je te propose qu'on attaque la partie de ta carrière. Ouais. Tu es à Paris et donc tu trouves un job qui te plaît. Alors j'ai commencé un petit peu plus tôt que ça, parce qu'en fait quand j'ai après le BTS Action commerciale, j'ai rencontré une copine qui était visiteuse médicale.
Je dis, Ok. moi, visiteuse médicale, ça me parlait absolument pas, je connaissais pas ce job. Et elle me dit, oh, c'est super, je vais dans les centres hospitaliers, je présente des médicaments, t'as contact avec toutes les équipes, les infirmiers, elle travaillait aux urgences. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi qui avais à la base envie plutôt d'aller dans le médical, je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Hyper cool. Elle me dit, bah viens passer une journée avec moi. Je passe la journée avec elle. Je suis rentrée, je dis, mais moi je vais faire ça en fait. J'adore. Ok. T'as pas de bureau, c'est toi qui organises ta journée. Tu vas à la rencontre des gens. Tu présentes un produit auquel tu crois, parce que si, encore une fois, si tu crois pas dans ton produit, c'est juste pas possible. Et si tu crois dans ton produit, c'est qu'on t'a convaincu qu'il était bon. Donc, il y avait toute une démarche en fait qui me plaisait, et je me retrouvais justement pas dans quelque chose de commercial, promotionnel, mais une conviction que tu pouvais faire passer. Ça, c'est super méga important pour moi, sinon j'y arrive pas. Si je crois pas en la personne, j'arrive pas à suivre. Si je crois pas en produit, je peux pas le présenter non plus. Okay. Et donc, elle s'appelait Laurence. Et suite à cette visite avec Laurence, je me suis dit, oh, je vais faire ça. Donc, j'ai quitté. J'ai fini mon BTS Action commerciale. Et ensuite, j'ai fait une année pour être visiteuse médicale. Et là, ça passe par une formation d'une année. Et suite à cela, j'ai été engagée en fait par un laboratoire. Je tombe amoureuse des produits du labo, de l'équipe, et puis c'est parti. Je suis restée avec lui pendant 4 ans, un pur bonheur. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis partie pour une raison de travail parce que le produit m'intéressait à Lyon. J'y suis restée aussi 4 ans. Et puis j'ai eu une autre proposition de travail là dans un laboratoire qui était très scientifique et qui me permettait vraiment d'aller encore plus loin en fait dans le côté dans le côté pas profond de médecine, mais dans le côté scientifique, intéressant, motivant, nouveaux produits. Et je suis partie à Paris. Et ensuite, en 2003, je crois que tu fais la rencontre. Ouais, ça c'est la rencontre de ma vie. Ok, raconte-nous. La rencontre de ma vie. En fait, on est très proches dans la famille. Maman est du 21 mai, ma sœur du 28, moi du 30. Et notre petite sœur, Anne-Sophie, était géo au Club Med. Ok. On décide donc de fêter nos anniversaires ensemble parce que, encore une fois, on a un lien très fort. Mes sœurs sont mes meilleures amies. Et ça, si on a la chance de vivre ça avec sa fratrie, c'est un truc de dingue. Et donc, du coup, on part tout ensemble. On invite maman et on va au Club Med. Mais comme on n'avait pas forcément les sous qu'il faut pour aller dans le Club Med où était Anne-Sophie, on part au Club Med de Djerba La Fidèle. Le slogan de La Fidèle, c'est « À la Fidèle, c'est le bordel ». Ok. Donc, ça te met déjà le label. D'accord, ça s'annonçait bien. Med. Et c'était en fait un Club Med adulte. Donc nous, on y va avec les filles. C'était notre premier Club Med. On savait pas trop ce qu'était vraiment le Club Med adulte. On en avait entendu parler, mais enfin, c'était quand même loin et vague. Et donc, on se retrouve en fait dans un Club Med hyper festif. Les chambres, ce sont des cases, et on a juste emmené en fait notre maman là-dedans. Oh, waouh, quand même, maman, pardon. Et donc on passait toutes nos journées en fait là où travaillait Anne-Sophie, qui était un Club Med à même pas 1000 mètres, entre les deux, beaucoup plus classe, le spa parce elle travaillait en fait dans les spas. D'accord. Et puis donc le soir on rentrait dormir dans nos cases à la Fidèle. Et puis un soir, j'ai fait une rencontre de dingue. Mon mari, je ne savais pas que c'était mon mari, mais je rencontre un groupe de garçons. Je voulais pas en fait aller avec eux au début, et c'est maman qui a fait tout un truc qui a fait que je me suis finalement retrouvée avec. Et puis là, il y avait un grand Helvet. Et enfin, c'est hyper émotionnel pour moi de te raconter tout ça, parce que c'était quand même assez dingue. Et on rentre dans une soirée. Alors les soirées du Club Med, elles sont un peu bidons. Tu vois, t'as la soirée vie, c'est boulon. Ok. Autant te dire que c'est quand même c'est très poussé. Et on n'avait pas ça en fait ce soir-là, mais on est rentré. On te mettait un numéro dessus, donc on m'a scotché un numéro dessus. Donc les personnes avec qui j'étais, tout le monde avait son numéro. Et sur le mur, tu vois derrière toi, tu avais des petites pinces à linge et tu pouvais marquer en fait un message sous le numéro. Donc moi je discute avec cette équipe-là et puis je vois que j'ai un papier. En fait c'est David, donc mon mari qui me dit bah tiens t'as eu des messages. Je dis oui j'ai eu des messages. Bon, bah je vais chercher les messages. Et c'était David en fait mon mari qui me mettait les messages. Et on est parti dans un espèce de question-réponse. Et le truc de dingue, c'est qu'en fait cet homme-là il répondait à mes questions exactement ce que j'aurais répondu.
Et à un moment donné, je te dis, mais c'est pas possible. On lui a filé la liste de mes réponses. Bah, c'est une caméra cachée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc de dingue? Et c'était la première fois, en fait, que ça m'arrivait d'avoir je sais pas, une connivence, une alchimie, en fait, aussi profonde que ça. Et de vrai, de vrai. Et je te pipote pas. Et mon mari m'a demandé en mariage le jour où on s'est rencontrés. Waouh. Ok. Et en me disant, t'es la femme de ma vie, t'es la mère D'accord. de mes enfants, et je vais t'épouser. Et là, je me suis dit, Coup de Alors, violon. quand on dit que les Suisses sont lents, putain, je suis tombée sur le seul modèle rapide de la création, c'est ça veut dire. Et en fait, il a une idée derrière la tête, il va arriver, il va mettre tous les moyens jusqu'au bout. Et non, et pas du tout. Et ça vraiment, et le lendemain, moi, je quittais le Club Med. Il m'avait mis dans mon sac, enfin, tiens-toi bien, parce que j'ai 29 ans, hein, un poème en alexandrin. Donc, quel homme, mec, parce que t'écris aujourd'hui ce genre de choses, en fait, et le jour de ton départ. Donc, c'était vraiment, et quand je dis la rencontre de ma vie, c'est oui, c'est la rencontre de ma vie. On s'est rencontrés le 3 juin 2003. J'ai donné ma démission, mi-août. Début septembre, je vivais avec lui et j'avais quitté un poste confortable. À l'époque, j'avais un meilleur salaire que lui, ce qui était assez improbable entre la France et la Suisse. Ma mère m'a dit, mais t'es complètement cinglée, ma pauvre fille. Et je dis, écoute, maman, je sais pas comment t'expliquer ça, mais si je le fais pas, je pense que je vais regretter ça à un moment. Et tu sais quoi? Si je me trompe, c'est pas grave. On n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Tu nous as donné toutes les bases qu'il faut, donc je m'en sortirai très bien et je ferai marche en arrière. Et ça, ce n'est qu'un détail. Mais il faut que j'étaye cette histoire. Voilà. Et donc, on s'est mariés en 2005. Magnifique. Et donc, t'arrives à Genève. Oui. Sans rien. J'arrive à Genève. Avec ton homme, voilà. mais pas de job. Non. T'arrives avec tes valises et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que je me suis sentie étrangère quelque part. Parce que mine de rien, je suis arrivée, j'avais un visa de 3 mois. Et là, quand tu te mets dans la peau de quelqu'un qui arrive dans un pays où on te dit t'as pas le droit de travailler parce que t'as pas ton visa et ça joue pas. Je dis, ah ouais, quand même, ça va être un peu chaud là, à l'entrée en matière. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'il y a eu les accords en fait sur les bilatéraux, enfin les lois bilatérales qui sont passées. Et puis du coup, je suis rentrée. Bon bref, c'est une agence qui m'avait contactée. Premier entretien, ça a fonctionné. Et donc j'ai été prise en fait tout de suite dans un laboratoire. D'accord, donc un laboratoire à Genève. Ouais. Donc je suis repartie en fait, si tu veux, dans le laboratoire pharmaceutique, industrie pharmaceutique. Tu y es resté un paquet d'années. 11 ans. 11 ans. Quels sont les grands enseignements que tu as eus de cette période? Est-ce que tu qualifies ce job un peu comme un job de rêve? Ouais. Alors c'est les grands enseignements. J'étais à ma place. Ça m'a toujours beaucoup plu. J'étais à l'extérieur, pas de bureau. C'est une maîtrise en fait de son emploi du temps, une maîtrise de tes relations, du médicament que tu choisis, de tes clients parce que tu les choisis aussi, et puis un grand bonheur parce que ça se passait bien et j'ai eu l'opportunité, et ça c'était une magnifique proposition qui m'a été faite, c'est que j'ai pu prendre en fait toutes les vacances scolaires hors solde. Et je préférais, comme je préfère toujours maintenant, avoir, pour moi en fait, qu'est-ce que le luxe dans la vie? Le luxe, c'est le temps et l'espace. Donc si tu peux avoir du temps, ma foi, c'est génial. Si tu as de l'espace, quelle chance d'avoir de l'espace, parce que tout le monde n'a pas la chance en fait d'avoir ça. Et en fait, j'ai eu toutes les vacances scolaires à disposition, donc que j'avais géré comme sacré je voulais. avantage. Et quand tu as des enfants, ça c'est le plus beau cadeau en fait qu'on peut te faire. Parce que justement, donc, pendant ces 11 années, tu es devenue maman de 2 garçons. Oui. Ça a été pour toi la révélation. Oh, vraiment. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ça. On part vraiment dans tout ce qui est super émotionnel. Je crois que je me souviendrai toujours la première fois, tu sais, quand on te met ton enfant en fait sur le ventre. Et donc mon premier, Maxence, je me suis réveillée en me disant waouh, je suis maman. Et puis je sais pas, c'était
Je crois que toutes les mamans, en fait, qui ont des enfants, savent ce que ça veut dire, mais c'est un grand bonheur. Après, tu me dis avec du recul, j'en ai pris pour perpète quand même, hein. Parce que ça va avec son lot de complications derrière. Mais non, être maman, c'est merveilleux. Et j'en ai 2 que j'aime de tout mon cœur, 2 garçons qui me remplissent de joie et ouais, qui sont fantastiques. Avant d'attaquer, parce qu'on n'a pas encore parlé miel, Mhm. on va attaquer cette partie. Si tu le veux bien, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton papa. Oui. À cette période-là, Mhm. tu as donc tenté un rapprochement avec lui. Oui. Tu évoques que ça a été finalement un échec. Alors, et ça, je le dois à mon mari, en fait, ce rapprochement, parce que dans notre histoire personnelle, les filles et moi, papa a le droit de plus t'entendre avec ton conjoint. Aujourd'hui, des parents divorcés, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est la norme. Et d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal que ça, que ce soit un peu démocratisé. C'est que des fois dans un couple t'es bien, puis des fois dans un couple t'es plus bien. Rester avec parce que tu dois rester et que ça se fait pas de se séparer. Je suis pas certaine que c'était une bonne idée pour les couples qui étaient obligés de rester ensemble. Et au contraire, on peut entre guillemets t'as le droit de changer d'avis. Sauf que mon père, quand il a changé d'avis, il a laissé femme et enfants derrière lui. Donc là, t'as un truc qui est un petit peu compliqué au niveau du message et ça te met vraiment en fait un coup dans le moteur de te dire comment. Et puis après avoir été maman, tu vois, comment en fait un parent est capable de blesser derrière lui un enfant. C'était lunaire en fait pour moi. Et du coup, j'avais l'impression que c'est une pilule que j'avais avalée en fait avec le temps. Et mes sœurs qui sont plus jeunes que moi me disaient non, c'est pas vrai, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, Petit pincement au cœur. Ouais, plus que petit pincement au cœur. Il y a plein de trucs en fait qui remontaient. Et mon mari m'a dit mais tes sœurs ont raison, ma chérie. Et il faut que tu fasses quelque chose. Donc du coup, je lui ai dit ok, c'est bon, allez, t'as raison, on y va, mais faut que tu m'aides parce que c'est trop, c'était trop dur à gérer pour moi. Et pour la première fois de ma vie, donc mes enfants étaient là tous les deux, mon père a dit tu les mets. Donc forcément ça te chamboule en fait beaucoup et tu te dis ah ok, alors finalement le problème tu vois c'était pas moi, enfin c'était peut-être lui, enfin il y avait d'autres choses et puis ça n'a pas marché. D'accord. Le naturel est revenu au galop, il est resté là où il en était et ma foi on dit souvent que tu choisis pas ta famille mais que tu choisis tes amis. C'est pour ça que je vais revenir sur mes sœurs, c'est que j'ai la chance de ne pas avoir choisi mes sœurs. Et ce sont mes meilleurs amis. On va parler miel. Et j'aimerais que tu nous racontes ce qui s'est passé. J'aimerais que tu nous racontes, en 2013, tu as découvert quelque chose dans ton jardin qui a changé ta vie. Ouais. Et tu vois, là encore, il y a 2 personnes qui sont revenues très fortes à ce moment-là. Mon mari, ma grand-mère, mémé Simone. Les abeilles arrivent dans le jardin. Je te fais le topo. Tes enfants sont petits. T'as un essaim qui arrive dans ton jardin. Donc, autant te dire que t'as une trouille. Parce que c'est super impressionnant de voir un essaim, en fait, qui se déplace. Et puis, on était en train de construire un espèce de petit abri en bois pour ranger justement les jouets des enfants. Tu sais, quand tu veux que ton jardin soit présentable quand les gens viennent à la maison. Histoire de cacher un petit peu tout ça. Et en fait, on n'avait pas fini, en fait, de le faire. Et il y avait un espèce de gros rond énorme pour rentrer un spot, tu vois, à l'intérieur. Ok. L'essaim arrive dans le jardin, pour qui, pourquoi, comment, bon, j'en avais fichtrement aucune idée. Et en fait, la bonne idée, c'est qu'ils se sont mis à l'intérieur, en fait, de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu, moi j'ai eu l'impression que c'était la guerre, qui était en train d'arriver avec toutes les abeilles. Donc tu rentres vite les enfants à la maison, tu les protèges, et puis t'attends que ça se calme. Et le plus dingue, c'est que 2 heures après, tout calme, tout tranquille. J'avais l'impression qu'il s'était plus rien passé. Mais on les entendait en fait dans l'abri. Et puis moi je savais pas du tout qu'est-ce qu'on devait faire avec ça. Mon mari me dit écoute les pompiers peut-être. Je dis oui, très très bonne idée, mais qu'est-ce qu'ils en font? Je ne sais pas. Un apiculteur? C'est peut-être mieux, c'est un apiculteur. Et donc du coup, on a commencé en fait à chercher des noms d'apiculteurs. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait le bottin au niveau des apiculteurs. Okay. Et on a un petit bonhomme qui nous répond en disant
Oui, alors c'est la période, hein, on est au mois de mai, donc les abeilles malheureusement peuvent essaimer, donc ça arrive. C'est pas extraordinaire, genre c'est normal. Bon, d'accord, si vous le dites alors tout va bien, mais vous venez le chercher. J'en fais quoi, moi, de ça, cet Je essai? vais pas le garder. Hein. Et puis il dit oui, pas de problème, j'arrive. Il était 4 heures de l'après-midi. Il est arrivé à 20 heures à la maison. Donc déjà j'ai trouvé très détendu, tu vois, le petit bonhomme. Et puis donc il arrive, c'est pas une question, mais pourquoi est-ce que les abeilles se sont posées dans le jardin? Pourquoi chez nous? Pourquoi pas chez le voisin juste à côté ou tu vois? Et puis il dit, bah, écoute, des fois en fait dans l'essaimage, il y a une catégorie d'abeilles, les éclaireuses, qui partent en fait en amont et qui font un tour d'horizon et qui définissent un endroit où l'endroit en fait sera viable pour la colonie. Donc C'est votre chez vous. jardin a été identifié comme viable. Super. Mais ça va pas m'enlever mon problème. Et donc, il me dit, bon, je récupère les seins et puis je repars avec. Et là, mon mari, sa mère d'ailleurs aurait dû appeler Noé, hein, parce qu'il a tout eu à la maison. Il dit, mais c'est génial, ma femme. On va mettre une ruche dans le jardin. Je dis, mais c'est génial de rien du tout, en fait. Je te rappelle qu'on a juste des enfants, que le jardin, c'est leur terrain de jeu. J'ai pas du tout envie de me retrouver avec une ruche à la maison. Les abeilles, ça pique, c'est tout pourri. Donc, non merci. Et puis, comme j'ai toujours le dernier mot à la maison, oui chérie. Le lendemain, en fait, le petit monsieur est arrivé en me posant 2 ruches sur le toit de la maison. Ok, Avec la promesse qu'il allait s'en occuper tout le temps. d'accord. Vrai de vrai, il est venu 3 fois. Et ensuite, il m'a dit, prenez vos responsabilités parce que moi, j'ai mes ruches, mon métier, mes enfants, ma vie. Je vais pas pouvoir venir m'en occuper tout le temps. Je dis, mais ça t'était pas du tout dit, hein, en fait, à la base. Et puis au final, il m'a dit, prenez vos responsabilités, débrouillez-vous. Ah yes, Ah oui. ça va être C'est sympa. vrai que c'est pas comme un chien, on donne des croquettes et on a un petit Non. mode d'emploi. Là, Mais quand même, tu te retournes vers ton mari ou vers tes enfants qui t'ont dit, je veux le chien. Je dis, ouais, alors vous allez le sortir maintenant. Et là, plus personne en fait et ah oui. répond présent à l'appel. Donc en fait, si tu veux, j'ai plutôt envie de te dire que malgré moi, j'ai été obligée d'ouvrir cette ruche. Et je le dis aujourd'hui parce que j'ai créé une fondation, la fondation Arche des Abeilles, hyper important justement à partir de ce moment-là de me rappeler ce que j'ai vécu, ce que je pensais, et au final là où j'en suis aujourd'hui, du chemin en fait que j'ai fait. Et sincèrement, c'est même pas un chemin, c'est une traversée de l'Atlantique à la nage. Vraiment de se dire waouh, j'avais que je savais que les abeilles étaient extrêmement importantes. Tout le monde sait que les abeilles sont importantes, mais est-ce qu'on t'a vraiment expliqué pourquoi elles sont importantes depuis que t'es petit? Quand tu vois la première fois que je me suis trouvée dans une réunion avec des apiculteurs, c'est pas sympa. Hein, j'ai posé une question et avec quoi les abeilles sont du miel selon toi? Fleurs, Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'elles vont chercher sur les fleurs? le pollen. Merci. C'est faux. Ah, ok. Et c'est quoi, Agnès? Je suis persuadée que c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à l'école. Pour moi, les abeilles faisaient le miel avec le pollen des fleurs. Première réunion apicole, quand je commence à me renseigner sur 2-3 trucs, persuadée de la chose, et là, je me pète un phare phénoménal parce que non, les abeilles, elles font le miel avec le nectar des fleurs. Le pollen n'est qu'une protéine végétale qu'elles vont récolter et qu'elles ramènent à la ruche, qu'elles mélangent en fait avec le miel, donc le nectar des fleurs, pour s'en faire un aliment, ce qu'on appelle en fait du pain d'abeille. Donc si tu veux, c'est comme je dis aux enfants, les œufs, le poisson, les lentilles, c'est ce qui te donne en fait ta possibilité de faire ton muscle. Et c'est extrêmement important pour elles. Mais en aucun cas, elles ne font du miel avec. Ok. Et quand je me suis rendu compte de toutes ces petites choses-là, je me suis dit, non, mais... Pourquoi je me suis embarquée? Alors, même pas ça. Ça a été plutôt, je me suis sentie ridicule et bête. Je ne pouvais pas, entre guillemets, me prétendre intelligente et ne pas savoir ça, alors que c'est super méga basique, en fait, comme information. Je me coucherai moins bête ce soir. Et ça, je peux dire, j'en apprends tous les jours. Hein. Mais à tel point de t'es maman, t'as aussi cette notion en fait d'éducation par rapport à tes enfants, de transmission par rapport à tes petits. Et quand on dit, toi, je dis souvent à mes enfants, quand on parle d'éducation, les gars, ou quand on dit les parents veulent élever les enfants, élever, ça veut dire que nous, notre volonté en tant que parents, c'est de te mettre plus haut que je ne suis moi, en fait, de faire de toi, en fait, quelqu'un entre guillemets de meilleur si tu veux bien ou de la meilleure version de soi voilà. passe par les enfants. Okay. Voilà.
Et donc du coup, le fait d'avoir une association était pour moi mais hyper méga. Euh, Comment je pourrais te dire ça? C'était inné en fait. Il fallait. Je ne pouvais pas rentrer dans ce métier sans avoir l'envie de transmettre, de communiquer ça aux enfants. Donc cette volonté d'aller dans les écoles et d'expliquer aux enfants, ça a été très très vite. Et donc c'est ce que tu fais à travers l'association que tu as créée après. Voilà. Alors au début j'ai fait une association parce que c'est très facile de faire une association. Et puis dans les personnes qui m'ont soutenue, soutenue dans mes actions, soutenue dans mes réflexions, soutenue financièrement aussi, au travers du parrainage de ruches, parce que j'ai donné cette possibilité-là, en fait, de pouvoir parrainer une ruche. Alors la volonté dans un parrainage, c'est pas de mettre des ruches de partout, hein, pas du tout. La volonté dans un parrainage, c'est pouvoir se dire, j'ai une personne qui a les compétences professionnelles, qui peut m'aider en fait dans mon apprentissage avec une ruche et t'expliquer toute la démarche de la naissance d'une ruche jusqu'à j'ai du miel dans un pot. Finalement, tout ça en fait, ça se passe comment? Et dans un de mes parrains, j'ai un monsieur que je remercie, Claude, qui me dit mais Stéphanie, une association? Non, une fondation. Je dis mais Claude, vous êtes chou comme tout, mais fondation pour moi c'est tu vois, c'est McDonald's. Donc, c'est grosse compagnie, grosse machine. C'est pas du tout, en fait, ce que je suis. Il me dit non. Une fondation, ça peut être juste vous. Par contre, ça demande beaucoup d'implication derrière. Est-ce que vous êtes capable de donner ce beaucoup d'implication? Je dis oui, je pense, mais et là où je suis meilleure, tu sais ce que c'est? Non. Ça, c'est encore un héritage, je pense, de Mémé vie Simone. familiale. Ouais. Un peu tout, c'est quand tu es en difficulté, c'est là où tu arrives à trouver des solutions où tu te transcendes en fait parce que tu es dans la caque, parce que tu sais pas comment tu vas faire pour avancer et du coup en fait ça te stimule et ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Et donc quels sont les objectifs de cette fondation? Préservation des abeilles, sauvegarde des abeilles, éducation de la jeunesse. D'accord. Donc tu vas au sein des écoles aussi? Oui. Okay. Et maintenant on le fait avec une super équipe. Une team de 3, parce que j'ai eu la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes qui me permettent, qui m'ont permis d'avancer et d'aller jusqu'à mes objectifs. Donc on a 3 casquettes complètement différentes, mais ces 3 casquettes sont complémentaires et nous permettent d'avoir un message que je souhaite auprès des enfants émotionnels. Très bien. J'aimerais qu'on revienne donc à ton parcours. Donc tu découvres dans ton jardin cet essaim. Oui. Qui va finalement être adopté par la famille. Enfin, surtout par mon mari. Par ton mari. 3 ans après, tu décides de créer les miels de Stéphanie. Oui. Alors là, le parcours a été accéléré. Et encore une fois, tu vois, avant de réagir avec ça, on a plutôt été d'un côté émotionnel. C'est arrivé la veille de mes 40 ans. Alors, des fois, quand on dit, tu vois, la crise de la quarantaine, peut-être que ma crise de la quarantaine, je l'ai faite avec ça. J'avais un job que j'adorais avec l'industrie pharmaceutique. Vraiment, c'était très confortable. Je posais mes enfants à l'école. Encore une fois, j'avais toutes les vacances scolaires. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir, vraiment, j'ai envie de te dire, de jouir de mes enfants petits, d'être là sur tous les moments importants, les anniversaires, les vacances, les bobos, toutes ces émotions, en fait, que tu te réjouis de vivre quand t'es maman, et des fois t'as pas la chance de pouvoir le faire parce que tu dois aller travailler et tu rentres le soir à la maison et c'est la nounou qui te raconte ce qui s'est passé. Ouais, super, je suis hyper contente qu'il lui ait raconté tout ça. Mais c'était pas à toi. Je visualise. Voilà. Et puis, écoute, je sais pas, il y a eu un truc dans le travail, c'est que on a perdu en fait une patente dans un des médicaments que je présentais. Et du coup, j'avais réussi à avoir un tout petit secteur. Et en 2013, comme quoi le hasard n'arrive pas, il n'y a rien qui arrive par hasard. En 2013, je devais passer au niveau professionnel d'un secteur qui était Genève à un secteur qui était la Suisse romande. Ok. Donc, quand tu as des petits et que tu es habitué à être à côté d'eux, ça me posait quand même 2-3 questions existentielles et j'étais pas persuadée, même si j'adorais en fait mon métier et ce que je faisais, que j'avais envie de ça.
Et du coup, là, mon mari m'a dit, oui, pourquoi pas faire du miel, peut-être, pourquoi pas. Je dis, ok. Je dis, est-ce que tu as bien conscience quand même que si on fait un truc comme ça, je passe de j'ai un salaire, je t'aide, je participe à la vie de famille, à je t'aide plus, au contraire, je vais creuser un trou, parce que il y a tout à lancer. Mais quel a été le déclic entre j'ai 2 ruches à la maison qui sont arrivées de manière complètement, en plein surprise au final, à je quitte mon job, je crée ma boîte et je vais faire du miel? Alors, le premier truc, c'est que j'ai un problème avec l'incompétence. Je déteste les mensonges et j'aime bien que tout soit assez limpide, honnête, Carré. et droit et carré. Et quand j'ai commencé, si tu veux, à m'occuper des ruches, donc la première fois que j'ai récolté du miel, il y a un raccourci là-dedans, faut que je t'explique un deuxième truc. Quand j'ai commencé à m'occuper des abeilles, au début, ça a été compliqué pour moi et puis limite un peu répulsif parce que j'en avais peur. Et quand je me suis rendu compte tout ce qu'elles étaient capables de nous amener et à quel point je me suis sentie ridicule avec ça, j'ai eu envie d'en savoir plus. Donc du coup, j'avais 2 ruches à la maison et j'ai été chercher 5 ruches dans le Valais, parce que mon mari est valaisan, donc du coup j'ai voulu faire plaisir, que j'ai ramené sur un terrain à Troinay. Donc moi j'habitais à Vessy et j'avais mes ruches à Troinay. Et la première fois que j'ai récolté du miel de Vessy et de Troinay, je récolte d'abord le miel de mes 2 ruches à Vessy. Ok, super, tu récoltes ton miel, tu le mets en pot, tu fais tout de toute façon si tu veux instantané. Donc autant te dire que c'est plus que naturel, tu vois, quand tu fais ça. Et je récolte celui de Troinay de la même manière, plus que naturel, mais à 1 semaine d'écart. Ok, bon, très bien, je récolte ça. Je mets mes pots dans mon garde-manger en bas. Et puis je te dis ça. Un jour, je dis à un de mes enfants, je dis Max, mon amour, va chercher un pot de miel pour le petit déjeuner. Donc descends dans le garde-manger. Il me dit vraiment lequel, le clair ou le foncé? Je dis comment ça, le clair ou le foncé? C'est le même. C'est le même. On les a récoltés à 1 semaine d'intervalle et puis tu vois bien les 2 ruches sont sur Genève. Et lui, non, il a pas la même couleur. Qu'est-ce que tu me racontes? Je descends, je vais regarder les pots. Mais il a raison. Effectivement, en fait, ils n'ont pas la même couleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Est-ce qu'il y a eu un problème de conservation? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que à côté, tu vois, il y avait quand même le miel, parce qu'on en consommait un peu, donc j'achetais quand même du miel en fait dans les magasins. Le miel, c'est pas sympa ce que je veux dire parce que je travaillais que maintenant, donc je peux pas citer de nom. Ok. Mais le miel natural truc que t'achètes dans ta grande surface. Très bien. Au-dessus, t'as un bio suisse. Ok. Qui a toujours la même couleur, qui a toujours la même consistance, qui a toujours le même goût. Donc forcément, j'avais fait quelque chose qui jouait pas puisque à la base, tu vois, c'est pas ma profession. Et là, contre toute attente, tu sais ce que je fais, Agnès? Je retourne le pot pour voir d'où il provenait. Eh ben mon miel, truc, machin, bio, tout ce que tu veux bien, suisse, incroyable, il venait de Bulgarie, dis-nous. Mais non. Je te jure. Donc si tu vas l'acheter aujourd'hui, tu retournes le pot, tu verras que ton miel, il vient de Bulgarie. Et là, tu vois, je me suis sentie Trahi, trompée. Comment c'est possible? Prise pour une bécasse. Limite, tu sais, tu repenses à la pub de Coluche pour la lessive. Tu sais, là, plus blanc que blanc, ou même si tu fais un nœud dedans. Donc maintenant, tu prends ton linge, tu fais la tâche, tu fais un nœud, tu le mets à la machine pour voir en fait comment il va sortir. Enfin, tout n'importe quoi. Et ça m'a tellement énervée en fait de voir ça. Je me suis dit mais c'est pas possible, faut l'expliquer. Et en fait, mon explication, la seule que j'ai trouvée de bonne, c'est que j'ai voulu avoir une traçabilité totale. Et ça, tu vois, je le dois à mon monde dans l'industrie pharmaceutique. Parce que quand tu vas aller présenter un médicament chez un médecin, tu peux pas y arriver en disant « il est super, hein, c'est efficace, allez-y, croyez-moi sur parole, c'est de la balle ». Pas du tout. Tu as une étude versus placebo. La personne qui a fait l'étude ne peut pas travailler pour le laboratoire, sinon tu as un problème d'éthique. Et là, du coup, j'ai vraiment mis en fait ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné en fait avant, au service en fait du miel. Donc, sur mes pots, tu vas retrouver la date de récolte et le lieu où il a été récolté. Et du coup, là, j'ai commencé en fait à avoir des discussions avec des personnes qui aiment le miel lunaire. Oui, mais c'est du miel de quelle fleur? D'ailleurs, comment je vais pouvoir vous répondre à ça?
Parce que tes abeilles, elles vont aller butiner, tu vois, les fleurs qui sont autour d'elles. Donc, t'es pas capable, en fait, de dire exactement quelle fleur tu as à l'intérieur. Mais si tu prends un pot de miel sur lequel il y a marqué miel, 1000 fleurs, dans notre éducation, à nous, consommateurs de miel, 1000 fleurs, ça veut dire qu'on t'a fait une touillette générale. Et pas forcément, en fait. Alors que si tu achètes un miel de thym, de romarin, de lavande, des châtaigniers, là, tu as l'impression d'avoir un produit de qualité. Mais si tu réfléchis à la chose, dans l'absolu, toi, humain, t'as pipé le jeu des abeilles. Comment est-ce que tu peux avoir un miel de châtaignier pur, d'acacia pur, de romarin pur, de je ne sais quoi, de bruyère pure, si tu n'as pas de technique en fait de récolte? Pour avoir un miel d'acacia, ça veut dire que tu mets tes hausses sur la ruche au moment où l'acacia est en fleur, et dès que ton acacia a fini sa floraison, tac, tu enlèves tes hausses. Donc tu vas timer en fait, si tu veux, cette récolte. Et là, pour moi, tu perds le côté superbe de ce que te font tes abeilles. Et mes meilleurs dégustateurs, ce sont les enfants et ce sont les chefs. Parce que les enfants vont te dire, c'est bon, c'est pas bon, ça pique, c'est doux, j'aime pas. Et après, les chefs, ils ont un palais que je n'ai pas, et ils vont te dire, oh là là, je sens ci, je sens ça, je sens ça. Et ils m'ont fait découvrir, en fait, si tu veux, dans les saveurs du miel, des parfums, m'interroger sur des choses que je n'avais pas forcément identifiées. Mais donc, à l'époque, les deux couleurs différentes, c'était lié surtout Au naturel. aux fleurs, en fait, aux alentours. Et la différence de couleur, c'est quoi? Parce qu'il y a des fleurs qui sont plus foncées ou rien à voir ou... C'est une question de nectar. En fait, si tu veux, c'est pourquoi un miel est clair, pourquoi un miel est foncé? Parce que ce sont pas les mêmes fleurs à la base. Pourquoi un miel va cristalliser ou pas? C'est une question de fleurs. D'accord. Le goût. Donc s'il cristallise, c'est pas parce que quelqu'un a rajouté du sucre dedans ou... C'est en fait, si tu veux, c'est la vie normale de ton miel. Tous les miels vont cristalliser, à part ceux qui ne le font pas, comme l'acacia, par exemple. Après, je parle des choses que je connais. Il y a peut-être des fleurs, tu vois, que je connais pas, mais dans ce que je maîtrise, c'est l'acacia et le châtaignier. Ce sont des fleurs qui cristallisent, des nectars qui cristallisent presque pas. Ou alors le miel, ce qu'on appelle du miel de sapin. Ça, c'est quand même assez génial. Hein. Le miel de sapin. T'as pas de fleurs sur un sapin. Non. Donc, qu'est-ce que tu vas trouver sur un sapin? Ce sont des bourgeons. Donc, le bourgeon va extraire une sève. Cette sève est mangée, léchée par le puceron. Tiens-toi bien. L'excrément du puceron, qui est une goutte transparente sucrée, est apprécié par l'abeille, qui, à cette époque de l'année, va récupérer ça pour en faire du miel, ce qu'on appelle du miel. Donc, du miel de sapin. C'est du miel de caca de puceron. Magnifique. Comme c'est pas très vendeur, on t'a dit que c'était du miel de forêt ou du miel de sapin. Waouh. Ah oui, non, ça n'est pas très vendeur, effectivement. Ok. Et tu vois, c'est pour, et pourtant, j'adore. Tout est explicable parce que moi, j'aime le miel. Et je connais plein de personnes, en fait, si tu veux, qui aiment ça. Mais quand tu vas avoir un miel fait avec que du nectar de fleurs, tu as un produit dans la bouche qui va te fondre dans la bouche. Quand tu vas manger un miel de sapin ou un miel de forêt, pense-y la prochaine fois, tu as quelque chose d'un peu élastique. Et tu vas retrouver ce côté un peu sève. J'aimerais qu'on revienne au côté entrepreneurial. Quels ont été les défis quand tu as créé ton entreprise? Énorme. Les défis, c'est tu fais une table rase. C'est même pas que tu sors de ta zone de confort. Tu repars sur une page blanche et dans des codes que tu n'as pas. Donc du coup, là, tu vois, par exemple, la première fois, je suis allée chez Globus. Je dis bonjour, je viens me présenter parce que j'ai regardé les miels que vous avez dans le rayon et comment vous dire? Faut que je vous explique parce que moi, maintenant, ça me dresse les poils et en fait, on nous prend pour des imbéciles. Je déteste ça et il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui tape du poing sur la table en disant mais stop, comment je dois choisir mon miel? Un miel doit être cru et un miel doit être frais. Donc cru, tu marques sur l'étiquette que tu l'as pas chauffé. Frais, tu marques la date de récolte parce que ça date de conservation. Le miel est un produit qui est 100% sucre. Donc un 100% sucre, par définition, ça ne pourrit pas. Donc si ça ne pourrit pas, tu ne peux pas avoir de parasites, de bactéries, de moisissures à l'intérieur. Donc, le consommateur ne sera jamais malade avec ce produit. C'est génial pour l'industrie alimentaire. Peu importe ta date de récolte, peu importe il n'y a pas de date de péremption. Non. Donc, on te met une date de péremption qui ne veut absolument rien dire, en fait, sur un miel, sauf si tu as une corrélation entre date de péremption et ses valeurs, en fait, nutritives ou intrinsèques pour la santé. D'accord. Parce que je vais me challenger toute seule, Parce que sur mes étiquettes, j'ai marqué une date de péremption qui est de 2 ans.
Mais en fait, la dégradation enzymatique, ce qui fait que ton miel est intéressant pour la santé, c'est qu'il est plein d'enzymes à l'intérieur. À température ambiante, ces enzymes mettent 2 ans à se dégrader. Donc, moi, j'ai une date de 2 ans de péremption sur mes pots parce qu'à passer, en fait, cette période, ton miel sera de toute façon toujours bon. Et il aura toujours des intérêts pour la santé, mais de moins en moins. Parce que cette dégradation, en fait, va commencer à se faire. Donc, il faut manger son miel le plus rapidement possible. Et donc, les défis, ça a été rentrer dans un univers que je ne connaissais pas, où tu dois remplir des formulaires comme ça pour entrer dans des magasins. Mais donc, le défi était plus au niveau de la commercialisation Oui. que de la récolte-production. À l'époque, oui, il y a 10 ans. C'était plus, j'ai eu moins de difficultés à m'occuper d'une ruche que je n'ai eu de difficultés à promouvoir en fait les produits. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de personnes? Alors, on est sur la fondation 4. D'accord. Et pour les miels de Stéphanie, 8. Ok. Et est-ce qu'il y a des challenges en termes de gestion d'équipe? Parce que tu m'expliquais que Tellement. quand tu as constitué ton équipe, tu appelais ça les ailes, c'est comme des ailes qui te sont poussées. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Écoute, j'ai été toute seule quand je l'ai constituée et je suis restée toute seule avec, à l'époque, 350 ruches, ce qui représentait beaucoup de travail, trop de travail. Dans le sens où quand tu es toute seule pour t'occuper de tes ruches, la mise en pot, ton étiquetage, la promotion de tes produits, la vente dans les magasins, les dégustations, livrer tes clients, chercher aussi des clients parce qu'au début, rappelle-toi, on part une page blanche. Hein. En fait, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est que je suis partie au ski, crevée, et je peux le dire, j'ai fait ma parisienne, vu que je suis parisienne de naissance. Donc, je suis arrivée sur mes skis, sans entraînement, fatiguée. Et là, j'ai fait un talon de fesse avec ski, chaussures, et je me suis complètement abîmé le genou, des croisés internes, ménisques, enfin la totale. Et du coup, je me suis retrouvée au mois de février avec des béquilles, une attelle, et là, j'en ai eu pour 6 mois. Et j'étais pas capable de m'occuper de mes ruches. Donc, un stress de dingue quand c'est arrivé. Et il a fallu, en fait, que je demande de l'aide autour de moi. Et je suis rentrée, en fait, dans un monde d'apiculture où tu as 2 vitesses. Tu peux avoir le bobo écolo qui pense que ça se fait comme ça. Et aujourd'hui, c'est absolument pas du tout le cas. Il y a, c'est vraiment un métier. C'est tellement technique. Il y a énormément de choses à savoir en fait pour que les abeilles soient en pleine forme et que tu arrives à donner une force, si tu veux, à ta colonie de façon à ce qu'elle se débrouille le plus possible seule. Il faut leur apporter quand même pas mal de choses, si tu veux, avant. Et tout ça, en fait, ça s'apprend. Et puis, de l'autre côté, tu vas aussi tomber sur c'est un job, c'est un métier, on veut en vivre, donc faut que ça aille vite. Hein. Il faut qu'elle fasse du miel. Du coup, il y a des techniques diverses et variées. Tu tapes sur Internet des gars qui ont des rendements à la ruche incroyables, et tu te rends compte que les mecs ils vont nourrir leur ruche avec du sirop, ce qui pour moi était une abomination. Pour le côté tromperie aussi. Donc, en clair, ça veut dire que les abeilles font du miel. Il faut rappeler que c'est leur propre nourriture. Donc, toi, t'arrives, tu leur piques tout, tu l'enlèves. À la place, tu leur files un substrat qui est du sirop. Super, merci pour elles. Okay. Et derrière, le miel qu'elles vont faire, elles le font avec le nectar des fleurs ou elles le font avec le sirop que tu as donné. Donc, certains vont te dire, non, mais on arrive à gérer. On sait la quantité de sirop qu'il faut qu'on mette pour justement qu'après, elles vont récolter les fleurs. Ah ouais, tu sais quoi, moi ça fait 13 ans que je bosse et j'y arrive toujours pas. Donc, et ça c'est marqué sur les pots quand elles sont nourries? Bien sûr que non. Ah, ok. Mais il y a tellement de trucs qui ne sont pas marqués sur les pots. Tu vas prendre peur. Tu as eu ton accident de ski, tu n'as pas pu t'occuper de tes ruches. Non. Et donc là, tu as regardé avec les autres professionnels dans ce domaine pour voir s'ils pouvaient t'aider pendant cette période. Et ça m'a vraiment confortée dans la volonté de travailler comme je le faisais depuis le début. Et en fait, cet accident de ski, j'ai envie de te dire que même si j'en ai encore les séquelles physiques aujourd'hui, au final, c'était génial parce que ça m'a obligée en fait à déléguer les choses. Ça m'a obligée à aller voir ce qui se passait ailleurs et ça m'a vraiment hyper confortée dans ce que j'avais envie de transmettre et d'offrir aux personnes qui aiment le miel. Et j'ai eu la chance de rencontrer Julien.
parce que tout ça, c'est une histoire d'équipe et de bon entourage. Et j'ai vu plusieurs personnes, mais Julien, ça a été le coup de foudre professionnel où t'ouvres une ruche et tu te dis putain, le gars, c'est génial, il a la même lecture que moi. Enfin, je rencontre quelqu'un qui est comme moi, alors que lui est un professionnel. Et en fait, son papa était apiculteur, son grand-papa était apiculteur. Donc, il est arrivé en fait dans ma vie d'apicultrice avec des connaissances sur l'apiculture que je n'avais pas et que je ne pouvais pas avoir vu que ça faisait que 5 ans, tu vois, que je faisais ça moi toute seule versus lui, c'était sa vie. Donc, c'était fantastique en fait de le rencontrer et merci de mon accident parce que sinon, peut-être que je serais restée toute seule. Et donc, petit à petit, tu as augmenté l'équipe. T'es obligée. Avec Julien, vous Oui. avez travaillé ensemble. Oui. Maintenant, il travaille avec toi. Oui. Dans ton équipe. Oui. Je vais même te dire que c'est mon maître de chef. Ok. Si on peut le dire comme ça. Très bien. En fait, si tu veux, j'ai eu une obligation. En fait, si tu veux, avec Julien, c'est que on parle financier 2 minutes. Avec plaisir. Le côté, tu montes ton entreprise. Au début, t'as quand même beaucoup d'investissement. Et après, tu rentres sur un marché où tu dois aller vendre du miel. Et toi, quand tu calcules en fait à quel prix tu dois vendre ton miel pour juste t'alimenter, tu dis comment ça va être possible? Je vais jamais le vendre, le miel dans les magasins. Je suis 2 à 3 fois plus cher que ce qui est dans les rayons. Donc, tu commences à disséquer toutes les étiquettes. Et tu te rends compte, en fait, que sur les étiquettes, tu as du miel qui vient quand tu vois que je sépare des villages de Genève et que sur un pot de miel, on va te dire que tu as du miel de Genève, qui serait déjà un miel de qualité, mais que tu trouves dans tes rayons du miel qui vient de la communauté européenne, ah ouais, quand même, on n'est pas 2, en fait, dans la communauté européenne, et non européenne. Alors ça veut dire super, les gars. Ça veut dire que mon miel, il vient de la planète Terre, où tu vois derrière un pot Amérique centrale, Amérique latine, ou alors des miels provenance France. C'est grand. On n'a pas du tout les mêmes fleurs au nord et au sud. Donc, tu sais, en fait, que c'est une touillette générale. Tu sais que c'est une tambouille. Et si tu veux mélanger 2 miels qui n'ont pas été récoltés en même temps, et qui n'ont pas la même floraison, et qui n'ont pas la même cristallisation, et qui n'ont pas la même couleur, t'es obligé de les chauffer, tes miels, pour avoir un assemblage, en fait, qui ressemble à quelque chose. Si tu chauffes ton miel, t'as tué tes enzymes. Si tu tues tes enzymes, ton miel ne vaut plus rien pour la santé. Et tu te retrouves, en fait, à avoir un sucre qui n'apporte finalement plus qu'il devrait apporter parce que le miel est merveilleux et fantastique à la base, mais si tu le chauffes, il sert à rien. Très bien. Et en fait, avec Julien, c'est déjà compliqué, moi, à vivre toute seule parce que le miel n'est pas vendu à son juste prix. Et quand Julien est arrivé, autant dire que c'était impossible. Et là, du coup, j'ai dû, moi, donner un salaire à Julien. Toi, quand tu commences, tu comptes pas tes heures. Et puis tu t'en fiches, c'est ta boîte. Donc, tu vas dans le sang, tu le défonces pour tout. Mais là, tu peux pas demander ça à quelqu'un qui vient avec toi. Donc, la période où Julien est arrivé, moi, j'ai dû me mettre en off. Et là, de nouveau, tu remercies la personne que tu as rencontrée au Club Med en 2003, qui t'aide. Merci, mon amour. Et qui m'a permis, en fait, de pouvoir, poursuivre, en fait, si tu veux, ce chemin en me disant, je me mets de nouveau de côté en attendant que ça puisse se développer. Parce que tu vas pas développer ton nombre de ruches comme ça, en fait, du jour au lendemain. Surtout si tu veux le faire d'une façon pérenne. Donc, on a petit à petit, en fait, construit avec Julien, les deux ensemble, un cheptel qui soit à l'image de ce qu'on voulait. Des ruches qui soient fortes, des ruches qui soient productives, mais des ruches qui soient bien soignées, qui se débrouillent, bien sûr, avec nous, avec notre aide, mais aussi un peu toutes seules. Pour que ça reste le plus naturel, en fait, possible. Et l'étape d'après, ce qui a permis d'être plus rentable et de pouvoir augmenter l'équipe, c'est la commercialisation. Ouais. D'assumer le fait que, non, un pot de miel, quand on l'a à 5 francs, le pot de 250 grammes dans un magasin, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, tu as trouvé des relais pour vendre ton miel? Non, j'ai fait moi. Ok. En fait, si tu fais un relais pour vendre ton miel, tu passes par quelqu'un qui va prendre une commission à côté. Donc, ça veut dire que tu prends ton petit bâton de pèlerin et puis tu vas aller voir les grands groupes. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai pas voulu aller sur les marchés tout de suite. Même pas du tout, en fait. Je me suis remis dans ma vie de femme d'avant. Voilà, on n'est pas des superwoman, hein. Au bout d'un moment, on travaille. Donc, quand tu sors de ton job et que tu vas faire tes courses, on va dans le magasin qui va nous permettre d'avoir le plus de diversité au niveau alimentaire. J'entends, tu peux pas aller forcément chez ton poissonnier,
ou alors aller au bord du lac prendre tes filets de perche, et puis ensuite aller à Prezinges pour aller chercher ton fromage de chèvre, et puis aller à Non, c'est Troisnay clair. pour T'es aller obligé chercher tes d'optimiser œufs. tes trajets, et, bien sûr. Voilà. Donc, tu fais confiance, en fait, à une enseigne. Et je me suis dit que, eh bien, moi, en tant que femme, j'avais envie d'avoir, dans l'enseigne de mon choix, un panel, en fait, dans mon rayon. Et tu dois avoir de tout. Tu dois avoir des prix bas, tu dois avoir des produits, ma foi, moyens, et tu dois avoir le choix d'avoir des produits d'une super qualité. Est-ce qu'il y a un autre ingrédient magique qui fait que tu en es là aujourd'hui? Eh bien, en fait, on va repartir à c'est quoi un bon commercial et une bonne vendeuse. Ok. Un mauvais commercial et une mauvaise vendeuse, c'est une personne qui va avoir beaucoup de superlatifs. Il est génial, il est super, essayez-le, c'est fantastique, c'est incroyable, blablabla. En fait, je crois que la clé du succès, c'est de laisser le produit parler tout seul. Et ensuite, c'est pas toi qui fais la pub de ton produit. Ce sont les personnes qui l'ont goûté, qui vont le faire ou pas, parce qu'ils ont envie d'en parler, parce que au jour d'aujourd'hui, quand on découvre un bon produit, et quand on sait qu'on est, entre guillemets, dans un bon filon, on se le refile les uns les autres, parce qu'on est content d'avoir trouvé ça. Et pour moi, en fait, la clé du succès, c'est le miel. Ok. On va attaquer les 3 instants signature de ce podcast. Ok. Le premier, je te montre cette jolie baguette magique qui appartenait à ma fille. Je te la donne. Magnifique. Toi, j'ai pas de fille. Donc, j'ai pas eu de... T'as pas eu ce genre de baguette bien rose, bien de princesse. Non, j'ai des épées. C'est très bien. À partir de maintenant, tout est possible. Tu peux changer le passé, agir sur le présent, ou agir sur le futur. Oui. Qu'est-ce qu'on fait Alors, tu vois, quand tu réfléchis à ce genre de questions, je vais penser à mes enfants d'abord. Mes enfants, mes parents, mes sœurs. Être heureux. Trouver, en fait, tu sais, avoir la chance de trouver son bonheur, quoi que tu fasses, quelle que soit ta direction. Et soyez heureux. On va attaquer le deuxième instant signature. C'est le fameux instant tac au tac. Donc ça va être une dizaine de questions. Je m'équipe de ma petite sonnette. Donc ça appelle des réponses courtes. Quelle est ta citation que tu utilises au quotidien, qui t'inspire? Sois transparent et vrai. Si tu étais une abeille, tu serais plutôt butineuse ou la reine? Butineuse. Une question de mon fils. Est-ce que tu as un remède secret si tu te fais piquer par une abeille? Oui. Ah. Alors, le développement va être un petit peu long. En fait, il faut garder en tête que le froid conserve. Pensez au congélateur, frigidaire et ainsi de suite. Le chaud détruit. Le feu et ainsi de suite. Quand on se fait piquer par un insecte, il faut apporter en fait une source de chaleur vraiment le plus proche possible de la piqûre pour détruire en fait le venin à l'intérieur. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, les stylos dans les pharmacies chauffants. Ok. C'est le top du top. D'accord. Si tu te fais piquer, tu approches ça vraiment très très proche de la piqûre et puis tu t'envoies en fait une chaleur vive. Très bien. Combien de fois par jour tu te fais piquer par des abeilles? Très rarement. D'accord, la combinaison est suffisamment... Alors, on travaille sans gants. Okay. Donc, je peux te mettre le bras dans la ruche, des doigts jusqu'à l'avant-bras. Est-ce que tu as une recette insolite à faire avec du miel? La première est la facile, une cuillère de miel dans ta sauce à salade. Tu verras, ça apporte quelque chose de différent. Deuxième chose, si tu aimes les tartares de poisson, j'adore ça. Oui, j'adore. Je fais, en fait, si tu veux, je mets à froid. Je fais ma préparation avec le citron et à froid, je rajoute une cuillère à soupe de miel dans mon citron et ensuite je l'incorpore au poisson. Oh, bah alors ça, je vais le faire. En quelques mots, quelle est la leçon de vie la plus forte que tu aies reçue? De croire en mes convictions et ne jamais ne pas s'avouer vaincu non plus. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Si tu veux quelque chose, travaille pour avoir ce quelque chose. Tout travail, si tu bosses, il y aura forcément une récompense derrière. Et si tu n'as pas la récompense, c'est que tu as mal travaillé.
Quel est le truc le plus fou que tu aies fait dans ta vie? Démissionner, quitter tout ce que j'avais pour suivre mon mari, mais c'est pas fou en fait. C'était ma vie, c'était inscrit et j'ai la chance d'avoir une vie merveilleuse avec lui. C'est génial. Quel est ton plus gros regret? C'est que ma mémé Simone n'ait pas vu, connu mon mari, ne connaisse pas mes enfants et qu'elle soit pas encore là aujourd'hui. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petite? J'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais petite. Te décourage pas. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui part de zéro? Ah, faut y aller, hein. Retrousse tes manches et si tu crois en toi, non, faut y aller. Il reste le dernier instant signature. C'est la fameuse minute inspirante. Je vais lancer un chrono. Ouais. Tu as maximum jusqu'à 1 minute pour inspirer nos auditeurs. C'est parti. Je dirais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour moi, jusqu'à maintenant, hein, j'ai 50 ans, donc j'espère qu'il me reste encore quelques années à vivre. Mais j'ai envie de dire qu'il y a que des belles rencontres. Je n'ai eu en fait que des rencontres stimulantes, différentes. Comme tu vois, celle qu'on a en fait aujourd'hui, où tu me replonges dans quelque chose de super émotionnel, alors que j'ai jamais été émotionnelle comme ça dans une interview. Et il faut croire en ses émotions. Il faut croire en soi. Et si vous le sentez là, on le vente, qu'il y a un truc qui va se passer. Alors comme on dit, tu vois, dans les beaux adages, il faut pas avoir de remords, plutôt des regrets ou tanana. Je suis pas fétichiste de ce genre de truc que tu fais, mais j'ai plutôt envie de dire, si tu le sens et que tu crois que tu dois y aller, eh ben il faut se donner les capacités et puis il faut y aller, parce que tout d'un coup, au bout de la route, il y a un truc super chouette. Et même si ça n'arrive pas à terme, et si tu n'arrives pas au bout de ton projet, tu auras de toute façon fait des rencontres qui vont t'enrichir. Donc, pour moi, rien n'est insurmontable et rien n'est impossible. Si tu te donnes les moyens, je pense que rien n'est impossible. Ça peut mettre du temps, ça peut être compliqué. Il n'y a pas de raison que tu y arrives pas. Merci beaucoup Stéphanie. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a touché, inspiré ou même fait sourire. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Alors avant qu'on se quitte, j'ai 2 petits services à vous demander. 1, abonnez-vous. Et si vous aimez écouter des histoires inspirantes, cliquez sur s'abonner sur votre plateforme audio ou sur YouTube. Ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. Et 2, partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous, à un ami, à un proche ou même sur vos réseaux. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Alors, merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.